Bonjour à toutes et à tous, Nicolas de la chaîne philosophique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain François-Marie. Alors à l'époque, on ne disait pas encore Voltaire jusqu'à sa sortie de la Bastille en 1718. Il s'appelait François-Marie Arouet, donc né à Paris en 1694. Il en devint la quintessence jusqu'en 1778. Son père présumé, François Arouet, était un riche notaire qui fréquentait le poète Boileau et la courtisane Ninon de l'Enclos. Sa mère, Marie-Marguerite d'Aumar, était d'une famille de petite noblesse, fille d'un fonctionnaire du Parlement et sœur du receveur général de la garde royale. Grâce à eux, elle avait accès à la cour de Louis XIV. Alors, en ce qui concerne son éducation, l'abbé du Châteauneuf fut le premier maître de Voltaire. Il transmit à son élève le paganisme de Ninon et le scepticisme de Montaigne. Inscrit à 10 ans comme interne au collège jésuite de Louis le Grand, réputé être la meilleure école de France, Voltaire se fit, dans l'aristocratie, bien des amis avec lesquels il allait entretenir un contact familier tout au long de sa vie, et reçut de ce fait une solide instruction en matière de littérature, de classique et particulièrement de théâtre. Avec mélancolie, l'un de ses maîtres sut voir que ce bel esprit deviendrait le porte-drapeau du déisme français. François-Marie écrivit à 52 ans: j'ai été élevé pendant 7 ans chez des hommes qui se donnent des peines gratuites et infatigables à former l'esprit et les mœurs de la jeunesse. Alors c'est vrai qu'il avait beaucoup de considération, le texte est beaucoup plus grand, hein, beaucoup de considération justement pour cette formation et cette école. Et donc on peut voir dans certains ouvrages le témoignage de Voltaire. Alors une fois ces grades obtenus, Voltaire proposait de faire de la littérature sa profession, mais son père voyait de mauvais œil cette décision car elle destinait son fils à une carrière juridique. Côtoyant sur Paris quelques épicuriens sceptiques et autres notables, il menait une vie joyeuse, fêtarde. Après plusieurs événements contrariant son père, ce dernier déshérita son fils et le menaça de le faire marquer pour les Antilles. Sur le plan sentimental, Voltaire était d'un cœur tendre et louvoyait avec l'amour, qui l'inspira beaucoup dans ses écrits, donc notamment Olympe du Noyer, la marquise de Mineur, Madame du Châtelet un peu plus tard, mais je vais en parler. Alors la particularité aussi au niveau temporalité et histoire finalement, Voltaire connut trois rois, dont le régent Philippe d'Orléans, donc Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, puisque Louis XVI a été au trône à partir de 74, donc Voltaire décède en 78. Donc c'est aussi une période très tumultueuse pour la monarchie. Alors maintenant, je vais vous parler de son voyage en Angleterre, qui est intéressant, qui lui a permis de rencontrer, du moins sur les écrits, la philosophie anglaise. Donc, avant son départ en Angleterre, Voltaire côtoya la fortune et la célébrité et rencontra un grand nombre de personnalités, de déboires surtout. Reçu à la cour de Louis XV, il fit pleurer la reine sur ses tragédies. Il eut une amitié avec le duc de Sully, mais une rencontre décisive l'amena tout droit à la Bastille. Alors, je ne vous épargne les détails. Celle avec le chevalier Juan Chabot. Il écrivit aux autorités donc, lorsqu'il était incarcéré à la Bastille pour justifier sa conduite en prison en proposant de le libérer à condition que celui-ci parte en exil en Angleterre, puis sa demande fut accordée. Alors il s'embarqua assez content de voir un pays où, selon ce qu'il avait entendu, des hommes et des esprits étaient libres. Telle était l'Angleterre qui venait de s'affirmer à la tête de la science grâce à Newton, une Angleterre qui avait produit un John Locke, et une Angleterre enfin qui bientôt assisterait avec inquiétude à l'œuvre destructrice de David Hume. Donc là on est sur des philosophes, pour les deux derniers, empiristes, quoi. C'est l'empirisme de l'école écossaise, John Locke. J'ai fait une vidéo justement sur l'empirisme.
Alors, son retour en France, revenu d'Angleterre, on ne sait pas trop, fin 1728, début 1729, il fait encore parler de lui. Il réussit à récupérer ses biens et à recouvrer sa liberté de citoyen français après maintes demandes, car il avait encore été banni du territoire français, et en l'occurrence de la capitale Paris. En 1733, Voltaire publia donc les Lettres anglaises, ou The Letters on English, qui devinrent par la suite les Lettres philosophiques. La même année, il devient l'amant de Madame du Châtelet, Émilie du Châtelet, à 27 ans, donc 12 ans de moins que Voltaire. Donc elle mourut jeune, dans les années 40, 18e siècle bien sûr. Elle meurt de Madame du Châtelet, femme avec qui il croyait terminer ses jours, malgré leurs querelles et infidélités réciproques. Voltaire, désemparé, souffre de dépression. Il a 56 ans et il ne reste que 6 mois à Paris. Alors, l'hostilité de Louis XV et l'échec de cette tragédie au reste le poussent à accepter les invitations réitérées de Frédéric II de Prusse. Il part en juin 1750 pour la cour de Prusse. Le 27 juillet, il est en Berlin. Alors, il est magnifiquement logé dans l'appartement du maréchal de Saxe. Il travaille 2 heures par jour avec le roi qui l'aide à mettre au point ses œuvres. Donc, c'était aussi quand même un érudit, Frédéric II de Prusse. Voltaire passe plus de 2 ans et demi en Prusse. Il termine le siècle Louis XIV et écrit Microméga. Mais après l'euphorie des débuts, ses relations avec Frédéric se détériorent. Les brouilles se font plus fréquentes et parfois provoquées par les imprudences de Voltaire. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup théâtre, préparation, donc il prépare Candide, 7 volumes de l'essai sur les mœurs et l'esprit de nation, un poème sur le désastre donc de Lisbonne, le fameux tremblement de terre. Alors Voltaire collabore aussi à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. On y retrouve 125 auteurs dans cette encyclopédie. Donc ce grand dictionnaire vendu dans toute l'Europe défend aussi la liberté de penser et d'écrire, la séparation des pouvoirs et attaque la monarchie de droit divin. Voltaire rédige à peu près une trentaine d'articles. Alors c'est vrai que Voltaire excellera dans bien des genres littéraires, donc du conte au théâtre, en passant par la poésie, l'histoire, le pamphlet, les contes philosophiques. Donc on a pu le voir, Microméga, Zadig, donc là on est plus dans des contes philosophiques, Candide, l'ingénu, l'homme aux 40 écus. Ce qui concerne donc les essais, donc il y a les lettres philosophiques, le traité sur la tolérance, le discours philosophique portatif et les questions sur l'encyclopédie. Alors je ne les cite pas tous, hein, je cite les principales œuvres. En théâtre, il y a Mérope, Oedipe, Tancrède, l'orphelin, Mahomet, l'orphelin de la Chine, pardon. Euh, En poésie, donc, au théâtre, pardon, il y a la Henriade que Beaumarchais place au même niveau que l'Iliade et qui connaîtra encore 70, 67 éditions entre 1789 et 1830 avant d'être rejeté dans l'oubli par le romantisme. Et il y a aussi le fameux poème sur le désastre de Lisbonne. On peut encore retrouver des traces, mais c'est vrai que c'est moins d'actualité, ce fameux poème. Alors, concernant l'histoire et son travail d'historien, on va dire, il a écrit sur le siècle de Louis XIV, histoire de Charles XII, histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand, essai sur les mœurs et l'esprit des nations, je l'ai déjà cité. Concernant sa personnalité, sa vision du monde, il se considère anticlérical mais déiste, donc à ne pas confondre avec théiste. Donc, théiste, c'est quelqu'un qui croit en une entité, à un dieu, mais qui il n'y a pas un certain fanatisme, un certain, comment dire, une certaine adoration ou
envers ce Dieu, quoi. On ne pratique pas forcément quand on est déiste. Il se considère libéral, il dénonce dans son dictionnaire philosophique le fanatisme religieux de son époque, mettant sa notoriété au service des victimes de l'intolérance religieuse, donc là on a vu le traité sur la tolérance, ou de l'arbitraire. Il prend position dans des affaires qu'il a rendues célèbres comme Jean Calas, qu'on retrouve dans le traité sur la tolérance, Pierre-Paul Sirven, le chevalier de la Barre, le comte de Lally. Sur le plan politique, il est en faveur d'une monarchie modérée et libérale, éclairée par les philosophes. Il décède en 1778 à l'âge de 83 ans. Un âge qu'il n'aurait jamais espéré atteindre. Voilà, donc je termine avec cette vidéo. Et donc pour moi, c'est même plus qu'un philosophe. C'est vrai que c'est avec les Diderot, d'Alembert, Rousseau, et bien d'autres. Il a su insuffler, je pense, une nouvelle pensée, une nouvelle vision de la philosophie, quoi, de la philosophie du XVIIIe siècle française. Et c'est vrai que on sort du XVIIe siècle quand même aussi avec des Montesquieu, avec des philosophes britanniques, comme je l'ai dit, des Francis Bacon, des Thomas Hobbes. Donc il y a aussi cette philosophie anglaise qui a beaucoup inspiré et je pense se sont auto-influencés, quoi. Donc c'est un personnage intéressant et qu'on lit plus jeune, Candide. Après il y a d'autres textes beaucoup plus compliqués, quoi, concernant Voltaire. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est, je dirais, voilà, qui excellait comme je l'ai dit, dans les contes philosophiques, dans la poésie, dans le théâtre, notamment les tragédies. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez mettre un j'aime, liker, comme on dit, s'abonner à la chaîne philosophique, mettre des commentaires ou si vous n'avez pas apprécié la vidéo, vous pouvez montrer votre insatisfaction en mettant un pouce vers le bas. C'est pas l'objectif, mais moi je préfère des gens honnêtes et je préfère même des commentaires à la limite. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était la chaîne philosophique, merci, au revoir.